Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre de Sherilyn Oakley. C'est une professeure qui a été retrouvée assassinée dans sa voiture. C'est une enquête qui a très peu d'indices, très peu d'éléments et qui est d'ailleurs à ce jour toujours non résolue. Mais aujourd'hui, en 2023, l'enquête est relancée et on espère alors que les nouvelles technologies d'ADN permettront de découvrir qui est le coupable du meurtre de Sherilyn. Je vous laisse tout de suite découvrir cette affaire. Sherilyn Ann Gartin Oakley est née le 19 mars 1954. Au moment des faits, en 1993, elle a 39 ans et elle entame cette année-là une vie pleine de changements. En effet, cette année-là, elle divorce de son mari et père de ses 3 enfants après 15 ans de mariage. Après ça, après le divorce, elle déménage dans la ville de Roseville, en Californie, où elle commence un nouveau travail comme enseignante à l'école primaire Eureka à Granite Bay. Granite Bay, c'est une communauté tranquille d'un peu plus de 20 000 habitants et Sherilyn était très impliquée dans sa nouvelle communauté. Et d'après ses élèves et sa famille, elle est une enseignante appréciée, qui aime beaucoup enseigner, qui aime beaucoup les enfants. Ses élèves disent d'ailleurs d'elle qu'elle est excellente. C'est une professeure vraiment très populaire, alors que ce ne fait que quelques semaines qu'elle est là. D'ailleurs, elle a été choisie comme professeure dans cette école sur 500 candidats. Mais elle avait déjà enseigné dans d'autres écoles, c'était vraiment une très bonne professeure. Et je ne l'ai pas précisé, mais elle enseigne aux élèves de 5e année, ce qui équivaut en France au CM2. Au moment des faits, elle a également un petit ami du nom de Robin Whitnoer Danim, et dans un article, il est même mentionné qu'ils sont fiancés, donc leur relation est même plus sérieuse que le stade de petit ami. Concernant ses enfants, elle a une fille qui s'appelle Heather, elle a 14 ans, une autre fille qui s'appelle Melissa, elle a 16 ans, et elle a aussi un garçon, Ryan, 10 ans. Et après le divorce, les 3 enfants sont restés vivre avec leur père. Donc voilà un peu pour son portrait. C'est une femme vraiment pleine de vie, elle est aimante, elle est chaleureuse, elle aime s'amuser, rire et elle est très proche de ses enfants ainsi que de ses élèves. Et sa devise était que chacun devait poursuivre ses rêves. Le 29 octobre 1993, Sherilyn est à l'école et profite des festivités d'Halloween avec ses élèves. Donc ils s'amusent, ils mangent, etc. Personne n'a rien vu d'inhabituel, ni ses élèves, ni les enseignants. 2 enseignants ont déclaré que ce jour-là, elle semblait très heureuse à l'approche du week-end. Et Sherilyn est restée tard à l'école ce jour-là pour nettoyer sa classe, pour nettoyer le reste du popcorn qu'il restait, etc. Et d'après ce que j'ai lu, la dernière personne à l'avoir vue ce jour-là est un concierge de l'école. Vers 17h30, il a vu sa voiture sur le parking, puis à 18h, lorsqu'il est repassé, il a remarqué que sa voiture n'était plus là. Un enseignant a également déclaré que lorsqu'il est parti à 18h30, la voiture de Sherilyn n'était en effet plus là. Donc elle serait partie de l'école entre 17h30 et 18h. Sauf qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. Et comme elle n'est pas rentrée ce soir-là chez elle, son petit ami Robin, inquiet, la cherche. Il se rend alors à l'école, mais elle ne s'y trouve pas. Là-bas, il croise et il parle à un gardien de nuit vers 19h30. Ensuite, il appelle sa famille, mais personne n'a de ses nouvelles. Donc c'est là qu'il signale sa disparition. Puis 2 jours plus tard, le 31 octobre, à moins de 2 km de l'école primaire Eureka, un policier patrouille dans une zone boisée et découvre un véhicule. Il s'approche de la voiture et il découvre le corps sans vie de Sherilyn Oakley. Elle est retrouvée partiellement vêtue à l'arrière de sa voiture. Une enquête commence alors, sans savoir qu'à ce jour, 3 décennies plus tard, son meurtre reste toujours non résolu, au grand désespoir de ses enfants. Voyons malgré tout ce qui a été trouvé lors de l'enquête. Alors tout d'abord, une autopsie a eu lieu et a montré qu'elle est morte dans les 24 heures suivant sa disparition. Donc elle est morte juste après son départ de l'école le vendredi soir ou quelques heures après dans la nuit ou tôt le samedi matin. Ensuite, lors de l'autopsie, a également été découvert que Sherilyn a été étranglée à mort. Et l'objet qui a servi à l'étrangler a été retrouvé dans sa voiture près de son corps. Il s'agit d'une corde.
Aussi, j'ai lu dans un article qu'elle a été battue. Alors je ne sais pas si c'est réellement le cas car ça a été mentionné uniquement dans un seul article, mais en tout cas si c'est le cas, eh bien on ne sait pas si elle a été battue par la main de son tueur ou bien par un objet. Des éclaboussures de sang auraient aussi été retrouvées dans la voiture. Et élément qui est plus ou moins assez troublant, c'est le fait qu'elle a donc été tuée proche de l'école où elle enseigne. Elle a été tuée à moins de 2 kilomètres de là, là où elle a été vue pour la dernière fois. Donc, est-ce que quelqu'un l'a peut-être observée et suivie? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un en quittant l'école? Il y a plusieurs possibilités à ce sujet. Les enquêteurs pensent aussi qu'elle a été tuée ailleurs de l'endroit où elle a été retrouvée, et qu'ensuite le tueur a mis sa voiture et son corps dans cette zone, une zone reculée, peu visible, cachée. Et la police, à ce moment-là, a beaucoup de mal à trouver le mobile du crime, car tout d'abord, au moment du meurtre, on ne sait pas si elle a été agressée sexuellement. Il y a eu des tests qui ont été effectués, des tests visant à déterminer donc si elle avait été agressée sexuellement ou non, mais ces tests n'ont pas été concluants, ils n'ont donné aucun résultat. Bon, rappelons qu'à ce moment-là, nous sommes quand même en 1993 et les outils d'analyse émergent seulement. Aussi, il ne semble pas s'agir d'un vol puisque ses effets personnels, notamment son sac à main, se trouvent toujours dans la voiture. Les enquêteurs n'ont aussi trouvé aucune preuve d'une quelconque liaison qui aurait pu mener vers la piste du crime passionnel. Concernant son petit ami ainsi que son ex-mari, forcément ils ont été interrogés et ils ont tous les deux été rayés de la liste des suspects. Ils ne semblent pas impliqués et Sherilyn d'ailleurs ne semblait pas avoir de problème dans sa vie personnelle. Et toutes les autres personnes d'intérêt possible, comme le personnel de l'école par exemple, ont également été rayées de la liste des suspects. Personne ne semblait avoir de raison de vouloir la mort de Sherilyn Oakley. Donc le mobile du crime est difficile à trouver pour les enquêteurs. Il y a ensuite eu d'autres pistes qui ont été étudiées. Par exemple, quelqu'un aurait vu un inconnu garer sa voiture, une Volkswagen Bug devant l'école primaire, le jour de la disparition de Sherilyn, mais cette piste n'a mené nulle part. Aussi, 2 ans plus tôt, dans la même communauté de Granite Bay, une femme du nom de Cindy Warner, 35 ans, a disparu. Donc les enquêteurs ont suivi cette piste, peut-être qu'il y a un lien entre les deux meurtres. Après tout, c'est une femme qui a à peu près le même âge que Sherilyn, elle a disparu dans la même ville et elle a également été tuée par étranglement. Mais les enquêteurs n'ont pas trouvé de lien entre ces deux meurtres. Les circonstances, les situations des deux meurtres sont différentes. Un portrait d'un homme a aussi été réalisé, mais également ça n'a mené nulle part. Et voilà, c'est vraiment tout ce que nous avons, ce sont les seules preuves que nous avons, il y a peu d'indices, il n'y a aucun véritable suspect, cette enquête est vraiment très faible, mais il n'y a pas beaucoup de preuves matérielles, donc forcément c'est compliqué. Tout ce que nous avons, c'est la corde ainsi qu'une empreinte qui a été relevée sur l'une des portières de la voiture de Sherilyn. La corde a été analysée, mais elle n'a rien révélé, et l'empreinte a été testée, mais il n'y a eu aucune correspondance qui a été établie à ce jour. Donc l'affaire est restée ainsi durant des années. Pour la police, la seule chose qui est sûre, c'est qu'elle connaissait son meurtrier. Ce n'est pas un inconnu qui a croisé sa route ce jour-là par hasard. C'est quelqu'un qui connaît l'école primaire, qui connaît la communauté de Granite Bay. Nous sommes maintenant en 2013, 20 ans plus tard. En 2013, grâce au nouveau test ADN, il a été démontré que Sherilyn n'a pas été agressée sexuellement. Comme les premiers tests n'ont pas été concluants, de nouveaux tests ont été effectués et donc ils ont montré qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. Donc le viol, l'agression ne serait pas le motif du meurtre. En 2015 ainsi qu'en 2016, de nouveaux tests sont également effectués, notamment sur la corde qui a servi à tuer Sherilyn. Et c'est très récemment, en novembre 2023, 30 ans plus tard, que l'enquête a de nouveau été relancée. Donc l'affaire est toujours en cours à ce jour, les enquêteurs cherchent des nouvelles pistes, ils espèrent des réponses, ce que l'on espère aussi. Donc ils vont probablement effectuer de nouveaux tests ADN, ils peuvent aussi utiliser la généalogie génétique. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, les enquêteurs pensent savoir qui a fait ça, en tout cas ils ont quelqu'un dans leur radar.
Donc il ne manque plus que la preuve irréfutable pour arrêter cette personne. Mais est-ce que cette personne habite toujours à Granite Bay? Est-elle morte? A-t-elle commis d'autres crimes durant ces années? Bon, ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, les enquêteurs ont pas mal d'éléments entre leurs mains depuis toutes ces années, des déclarations, des rapports, des coupures de journaux, des preuves ADN, donc espérons que tout cela puisse être exploité au mieux, comparé entre eux, afin que ce mystère soit enfin résolu. Je vais maintenant vous dire toutes les théories que j'ai lues sur le site Reddit sur ce qui a bien pu arriver à Sherilyn. J'ai lu vraiment pas mal de théories différentes, alors voyons ça tout de suite. Tout d'abord, certains pensent que c'est quelqu'un de l'école. Certains suggèrent en fait que comme elle avait une vie parfaite, peut-être que quelqu'un dans l'école a jalousé. Après tout, c'est vrai que Sherilyn venait seulement d'arriver à l'école, ça faisait que quelques semaines, même pas 3 mois. J'ai aussi lu qu'elle a pu refuser les avances de quelqu'un et donc malheureusement elle en a payé le prix. Aussi, est-ce qu'elle a peut-être voulu ramener quelqu'un qu'elle connaissait ou non et que ça a mal tourné? Certains ont également suggéré qu'il pourrait s'agir du père d'un de ses élèves. Donc voilà quelques-unes des choses que j'ai pu lire et il y en a encore bien d'autres. Quelqu'un a aussi suggéré qu'une personne a pu se cacher sur la banquette arrière et l'attendre. Certains ont aussi suggéré qu'elle avait peut-être une liaison. Mais bon, les enquêteurs, eux, n'ont trouvé aucune preuve d'une quelconque liaison. En tout cas, ce qui est l'air sûr, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qu'elle connaissait et non quelqu'un qu'elle a croisé par hasard sur la route. Donc voilà tout ce que nous avons sur cette affaire. J'espère vraiment que l'on va découvrir qui a commis ce crime. En tout cas, elle a récemment été relancée il y a quelques jours de cela. Donc peut-être y aura-t-il du nouveau. Je l'espère. En tout cas, si c'est le cas, bien sûr, je vous en tiendrai au courant. Compte tenu des progressions technologiques, espérons que la corde et l'empreinte soient à nouveau testées et révèlent des choses intéressantes. Après, est-ce que l'assassin est toujours en vie ou non? Comme je vous le disais, ça c'est une autre question. Je pense que le principal pour la famille est de retrouver l'assassin de Sherilyn, mais il serait dommage de ne pas le traduire en justice. Une plaque commémorative avec son nom a été installée à l'école primaire Eureka. C'est tout pour cette affaire, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.